On ne peut pas aider des personnes qui ne veulent pas être aidées. 100% de clients satisfaits, ça n'existe pas. Et 100% de clients avec qui vous vous entendrez bien, ça n'existe pas non plus. C'est pas que tu fais mal les choses, c'est que tu penses que tu es une petite freelance et que les clients vont venir comme si tu étais salarié de tes clients. Mais non meuf, t'es CEO maintenant. T'as des enfants en plus, toi. Il faudrait que tu arrives à leur expliquer ce que tu fais. Et s'ils te disent « j'ai compris », c'est que ta cible va comprendre. Finalement, en fait, t'as le vrai message, mais t'as pas l'emballage. Merci, putain. Putain, j'ai pas de thunes, comment je vais faire pour inscrire Timothée à l'école privée de Brive-la-Gaillarde? Comment attirer des clients avec son contenu et surtout quelles sont les erreurs à ne pas faire. Je vais vous laisser dans quelques instants avec Simon et Mehmet, deux directeurs de mon entreprise qui ont donné un atelier sur le sujet. Ils vont vous expliquer les erreurs à éviter et surtout pourquoi c'est votre message qui pose le plus souvent problème. Allez, je vous laisse avec les deux. Plus j'avance, on va dire, dans le marketing, plus j'essaye de créer des liens avec des scénarios, des films, parce que j'ai l'impression que ce sont les histoires qui façonnent le monde et que plus vous maîtriserez le fait de raconter des histoires, plus vous pourrez façonner votre monde et faire rejoindre des personnes à votre cause. Si on devait donner un prénom, comment tu les appellerais? Enfin, comment tu appellerais? Est-ce qu'il serait genré? Marie, ok. Quel âge elle a? 37 ans. Ok. Elle est mariée? Oui, 2 enfants. Mariée, 2 enfants. Elle est freelance tout de suite ou elle a d'abord été chargée de com pour Leroy Merlin? Elle a été directrice marketing d'abord dans des PME. Ok. Là, ce qui est bien, c'est que tu racontes son histoire. Si vraiment, bon, je vais pas écrire tout là, mais on pourrait ajouter des détails sur ce qu'elle porte, sur ce qu'elle regarde le soir à la télé, pour qui elle vote, si elle va voir Amir en concert ou je ne sais quoi. Et le but avec ça, c'est qu'on puisse personnifier et vraiment imaginer, du coup, cette Marie, pour que l'ensemble de votre message soit pas adressé, du coup, à freelance marketing de plus de 7 ans, mais à Marie. Il y a 2 choses qui peuvent se passer. C'est que soit tu auras un message pour une tel type de personne et par extension d'autres personnes vont venir se rejoindre à ton message, à ta cause. Certaines marques ont ça. Il y a une marque par exemple de vêtements tech pour le running, je crois, ou le trail qui s'appelle Arc'teryx, et qui par un message suffisamment à la fois spécifique mais une vibe en gros qui attire, du coup d'autres personnes qui ne seraient pas dans leur cible sont quand même attirées par ce message-ci. Donc soit il y a ça et dans ce cas-là ce sera tes convictions qui vont vraiment attirer les personnes, le pourquoi tu fais ce que tu fais, soit tu fais un choix radical en disant je m'adresse à tel type de personne, peu importe qui arrive. C'est qu'au moins ton intention est là. Parce que le risque, en voulant t'adapter, on va dire, au monde, c'est que, à force de trop t'adapter, tu vas pas avoir un message avec un degré de certitude très haut. Il y a Marie qui, en freelance, gagne moins qu'avant quand elle était salariée. Et il y a les autres qui gagnent à peu près pareil, mais qui comprennent pas, et au fond d'eux qui sans doute voudraient gagner, qui pourraient gagner 2 fois plus et travailler à peu près 30% moins. Moi, ça me frustre parce que je sais, j'ai vu des gens qui sont passés de ça à autre chose, et en fait, c'est des gens qui disent, non, moi ça va, tu veux pas gagner beaucoup plus et travailler vachement moins? Parce que moi, j'ai vraiment envie d'aider ces gens-là. J'ai du mal à gérer ce profil-là, en fait. Le risque, en faisant ça, c'est que tu te retrouves dans une sorte de triangle de Cartman, à avoir sauvé des gens qui ne t'ont rien demandé. On peut pas aider des personnes qui ne veulent pas être aidées. Donc en fait, c'est qu'est-ce qui fait que toi, ça te saoule que ce soit comme ça. L'idée, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui ferait que tu puisses laisser ça de côté et t'occuper de ceux qui te font kiffer. En fait, chaque fois que vous faites cette distinction et ce choix en fait que vous explique Simon, il y a 2 critères pour moi fondamentaux. Ce qui vous fait kiffer en premier et ce qui rapporte. Très basique. Qui est prêt à payer déjà? Et surtout, dans ceux qui sont prêts à payer, ceux avec lesquels tu kiffes travailler. Parce que si tu commences à prendre des gens avec qui tu vas te prendre la tête, te saouler tous les jours, tu vas pas le faire longtemps. Et comme je l'ai dit, on veut un véhicule qui puisse partir et aller très loin, très longtemps. Donc ça, c'est vraiment les 2 critères fondamentaux pour pouvoir choisir et vous aussi prendre du plaisir en chemin. Simplement parce qu'il y a un moment où en fait, vous ne prendrez pas du plaisir avec tous les clients. Je vous le dis tout de suite. On va sortir aussi de ce fantasme et je te repasse le micro. 100% de clients satisfaits, ça n'existe pas. Et 100% de clients avec qui vous vous entendrez bien, ça n'existe pas non plus. Qu'on soit clair. Juste là-dessus. C'est une norme en fait dans toutes les grosses entreprises. Il y a entre 1 et 7% de clients insatisfaits dans toutes les entreprises mondiales et j'ai travaillé dans des boîtes
boîte à plusieurs milliards. Après, je sais pas si ça dilue le message, mais si jamais tu veux quand même satisfaire ton besoin d'aider les autres, dans la création de contenu, peut-être tu peux faire certains posts éducatifs pour les éveiller, mais sans te concentrer là-dessus vis-à-vis de tes clients. Après, peut-être que ça dilue la création de contenu. En faisant ce que vient de dire Anthony, c'est faire du tofu qui va être plus généraliste effectivement, où ça ne demande pas d'efforts supplémentaires pour rester sur le focus. S'il y a bien un truc qu'on vous enseigne ici, c'est rester focus sur une seule cible. C'est ce qui rapporte. On sait que ça marche et on sait que ça fait des euros derrière. Ce qui est important, c'est quand même d'avoir une cible assez précise, et après, si par effet d'aura, ça touche d'autres personnes, tant mieux, quoi. Toujours partir du spécifique, partir de quelque chose de très spécifique en allant vers le général. Là, en fait, c'est comme si on faisait un entonnoir, un triangle inversé. On part de quelque chose de très précis pour aller vers la masse après. Moi, j'aide particulièrement les coachs, les thérapeutes, à 2 niveaux. Puis c'est ça, en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis. Puis c'est que il y en a qui ont de la difficulté à remplir leur calendrier en one-one. Donc, je les aide à remplir leur calendrier en one-one en faisant une offre high-ticket, tout ça. Ils n'ont pas besoin de 100 clients par jour. Ils ont un moins besoin de clients, ils font plus d'argent, ils sont bien, voilà. Et après ça, il y a les gens qui, OK, sont heureux d'avoir accompagné des gens en one-one, puis ils se disent, je veux avoir plus d'impact sans travailler plus et faire plus d'argent. Je les accompagne à créer des programmes en ligne, tout ça. Le message me semble difficile à fusionner, parce qu'il y en a que je veux continuer à être coach, ou je veux continuer à être thérapeute. Puis dans l'autre cas, c'est je veux devenir CEO, en fait. Je veux avoir une entreprise. L'idée, là, tu vois, c'est un peu comme la segmentation qu'on a ici dans nos programmes. En fait, tu vas avoir le premier programme dont tu as parlé, la porte d'entrée, et là, il y aura un upgrade. L'idée, en fait, c'est de leur faire passer un step, mais différent. L'idée, en fait, c'est, tu as un programme, il faut se concentrer sur le premier programme en premier. Et une fois que là, tu l'as poncé, il est bien mis en place, là, tu peux commencer à réfléchir à la suite et faire ce que tu viens de dire avec des gens qui veulent devenir CEO. L'idée, si tu veux, c'est que tant que tu n'as pas une machine qui fonctionne bien au départ, ça sert à rien de te disperser à vouloir faire autre chose. Parce que si l'entrée, vraiment le point de départ en bas, n'est pas solide et ne fonctionne pas, tu peux pas construire la suite. Si tu commences à construire ça et construire ça en même temps, c'est du défocus pour toi. Ouais. Tu peux en plus avoir un seul et même message selon le niveau de conscience de ta cible. Les personnes peuvent rentrer par ce message-ci et avoir un effet waouh en étant encore plus développé. Par exemple, ici, on a un accompagnement marketing, mais je pense que vous pouvez tous constater l'apport mindset qu'il y a aussi, alors que ça n'a jamais été notre promesse. Je trouve que votre cible, c'est un peu comme une relation avec qui vous allez. Si vous changez toujours de cible, c'est comme si vous quittiez toujours la personne avec qui vous étiez, et du coup, il faut reprendre les dates, refaire preuve d'honnêteté, refaire connaissance, etc., etc. Et au bout d'un moment, c'est juste chiant. Si on reprend notre Marie, elle a un problème. Elle a aussi des désirs. En fait, on parlera toujours de douleur dans la mesure où si vous n'avez pas ce que vous désirez, c'est du manque, et le manque, c'est douloureux. Même si elle veut, par exemple, on dit ouais, mais son désir, c'est d'avoir plus de clients. Ok, donc sa douleur, c'est de ne pas en avoir. C'est juste pour qu'on soit clair sur le terme, parce que souvent je dis ouais, mais ma cible n'a pas de douleur, elle a des désirs. Oui, mais en fait, si. Dans la méthode qu'on préconise, c'est de lui trouver 3 douleurs. Évidemment, comme chaque humain, elle en a des dizaines, mais on se focalise sur les 3 parce que si par exemple vous... admettons quelqu'un qui a faim, il a la dalle, voilà, il est 4 heures, on est dimanche après-midi, tout est fermé, putain j'ai faim, j'ai envie d'un burger. Bon, ça peut arriver. Le problème c'est, la douleur c'est j'ai faim, et du coup c'est ouais mais il n'y a rien dans le frigo, oui mais la personne elle a pas assez de thunes, etc. Non, la douleur primordiale, ce sera genre avoir faim, et avoir envie d'un burger alors qu'il n'y en a pas. Donc c'est des douleurs suffisamment fortes pour que toutes les autres petites douleurs sont embrigadées, c'est pas vraiment le bon terme, mais englobées, merci, dans cette douleur-ci. Si vous en parlez qu'à une seule, la personne dans votre EV n'aura pas le temps de faire le cheminement pour se dire c'est très intéressant, il me faut ce programme-ci, tenez, voici mon argent. Si vous en faites 5, elle va se disperser en disant ah oui mais il a parlé de ça, et puis après il a parlé de ça, je ne sais pas si c'est vraiment pour moi. 3, on a vu que ça marchait bien. Du coup, voilà pourquoi 3. Finalement, le marketing, c'est un peu de l'enquête. C'est un peu de l'ethnologie ou de l'anthropologie. C'est pourquoi les personnes font-elles ce qu'elles font. Ce serait quoi une des douleurs, du coup, d'après vous? La douleur première, je parle un peu crûment, mais c'est pas de thune. C'est vraiment qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit quand elle est seule avec son mari Francis, qu'ils essayent de dormir après avoir regardé TF1. Elle ferme les yeux. Putain. Ah, chacun son rêve. C'est putain, j'ai pas de thune. Comment je vais faire pour inscrire Timothée à l'école privée de Brive-la-Gaillarde? Vous rigolez, mais c'est vraiment essayer de se mettre vraiment dans la tête des gens. On est dans le cliché par moment, dans le marketing. Donc ouais, effectivement, cette Marie, c'est pas qu'elle a pas assez de thunes, c'est qu'elle en a pas assez tout le temps. Fatigue, surmenage. Perfectionnisme. Ouais.
et impatience. Gestion d'impatience. Dans juste ces deux symptômes-là, c'est déjà des douleurs très profondes. Parce que dans le perfectionnisme, il y a tout le schéma passé, tu sais, parce que là, on va parler des parents. Oui, mon père m'a dit ça, ma mère m'a dit ça. Tac. Il y a tout le côté aussi formatage, tu sais, culturel et sociétal, qui fait que, en fait, ce que tu expliques là, il y a aussi, dans le simple perfectionnisme, il y a le formatage sociétal de tu dois rester un bon soldat quand tu es salarié, tu dois faire ce qu'on te dit, tu dois pas sortir des cases. Là où le freelance, il doit être libre, il doit pouvoir faire plein de trucs, etc. Si tu regardes cette vidéo, peut-être qu'en ce moment, quand tu dors, tu penses qu'à une chose, à ton compte en banque qui se vide un peu plus jour après jour. Alors certes, t'as fait un mois à 20 000, c'était génial, mais là ça fait 6 mois maintenant. Peut-être que tu vois chaque jour un peu plus en passant par ton loyer, ton prêt, l'école des enfants, les cours de kite de la petite Charlotte. Enfin, venez à mon one-man show après. Mais c'est toujours la même chose, l'argent ne rentre pas. Alors effectivement, peut-être que tu crées du contenu tous les jours sur LinkedIn, tu fais de la prospection à froid, tu vas même à des réseaux, tu t'es peut-être inscrit dans un BNI, et tu cours après chaque client en espérant qu'il va te dire oui, un peu comme tu avais fait avec ton mari. Bon, ça c'est pas... Mais non, parce que tu es trop needy, et du coup, personne ne veut te donner ta thune. Faites pas ça dans votre verre. Et pourtant, tu bosses beaucoup, hein. Tu fais au moins 45 heures par semaine, c'est beaucoup plus que quand tu étais peut-être directrice marketing. Donc vraiment, d'un point de vue, tu travailles, tu réponds à travailler plus pour gagner plus, mais toujours rien. En fait, ton problème, c'est pas que tu fais mal les choses, c'est que tu penses que t'es une petite freelance comme ça et que les clients vont venir comme si t'étais salarié de tes clients. Mais non, meuf, t'es CEO maintenant. Tant que tu auras ta casquette de freelance, tant que tu auras ta casquette de salarié, tu n'auras pas l'énergie et la perception du monde qui te permettra d'avoir plus de thunes. Parce que tu l'as fait une fois, donc tu es capable de l'avoir beaucoup plus. Et avec la méthode que j'enseigne dans mon programme, pas besoin de faire 45 heures. T'as pas besoin de travailler plus, t'as besoin de travailler différemment. Et pour travailler différemment, c'est ce que j'enseigne dans mon programme, et c'est ce qui va te permettre ensuite de te transformer d'un point de vue identitaire, de passer de freelance à chef d'entreprise. Je t'ai mis un lien en bas, clique ici, prends un calendrier, voilà comment ça va se passer. C'est en bois, c'est Et vous voyez que du coup, on a passé par les 3 douleurs. On a implémenté 3 désirs, évidemment, je mets plus d'humour qu'il n'en faut, parce que c'est plus plaisant et moi j'aime bien. Et les gens en retiennent mieux, du coup. Mais du coup, c'est un petit peu... Alors, normalement, ça doit faire environ 45 minutes, 30 à 45 minutes de votre EV à la fin. Là, c'est fait en 5 minutes, version un peu télé-shopping. Mais c'est ce à quoi on veut arriver. C'est vraiment que la personne, après, je sais pas si je le fais bien ou pas, mais qu'elle se sente concernée, en fait. Que Marie sente qu'on parle à Marie, qu'on lui parle à elle. Et pas à une freelance qui galère. À quel moment on parle trop et on dit trop de trucs? Dans ce que tu vois aujourd'hui, par exemple dans ce que fait Jérémy, Jérémy ne fait que répéter. Écoute bien ce qu'il dit, il ne fait que répéter. Toujours le même message, sous un angle différent à chaque fois. Par contre, l'angle, il est en fonction de la réponse qu'il reçoit du marché. C'est-à-dire, il fait un post sur un sujet, je sais plus, l'argent, le manque d'argent. Si ce truc-là fonctionne bien, il va prendre ça et il va faire 10 angles différents sur ce sujet-là. L'idée, c'est que cette réponse, elle ne peut être donnée que par le marché. C'est le marché, en fait, qui va répondre à ça. Et par contre, c'est à vous d'être vraiment vigilant sur « j'ai fait un sujet, putain, le sujet, il a bien marché, je comprends pas pourquoi ». Donc, tu prends le sujet et tu le décortiques comme on vient de le faire là. Et tu prends un angle pour chaque truc de ce sujet-là. Et en fait, à l'intérieur de chaque angle dans ce sujet-là, tu vas voir que le marché va répondre à encore un autre truc. Pareil, tu reprends le sujet, à l'intérieur de ce sujet, en fait, c'est comme si tu descendais au plus profond de la douleur de ta cible. Et en fait, plus tu connais finalement les douleurs, et plus tu te rends compte qu'il y a un schéma logique en fait dans leur douleur. Et après, ça devient facile à mettre en mots, comme vient de le faire en 5 minutes Simon. Très simple. Ouais, il y aura forcément une phase de test, c'est que, est-ce que mon message est bon? Est-ce que tu gagnes des sous? Oui, non, oui. C'est qu'il est bon? Non, c'est qu'il y a un truc à changer. Sachant qu'il y a les douleurs qu'il y a dans votre EV, mais il y aura aussi les angles par la suite sur vos ads. Donc tu vois, par exemple, ce que tu dis là, ça pourrait très bien être une ads en disant « Et si je te disais que tu étais à un pas d'avoir une carrière stable, ça tombe bien, j'ai créé un atelier gratuit, clique ici, dans lequel je révèle les 3 piliers de la carrière de freelance stable. » Il vaut mieux en faire plus que pas assez. Parce que si t'en fais plus, c'est comme si tu lançais des lignes, tu vois, un peu comme à la pêche. Il vaut mieux en lancer 10 pour voir où ça mord. C'est ça le marketing. Du coup, ce que tu dis, c'est qu'il vaut mieux en sélectionner 3 douleurs qu'on identifie comme étant les plus importantes et se servir de d'autres potentiellement qu'on a identifiées, plutôt comme des hooks d'ads, en se disant, bah tiens, en fait, ce hook a bien marché, donc peut-être que ça va être une douleur à creuser plus tard. Ce serait ça la manière de voir les choses? Les 3 douleurs
primordial qui ronge votre cible. Ou vous transformez ça, vous implémentez ce qu'ils ont besoin de croire comme étant vrai pour justement être en état de se dire c'est ce programme qu'il faut, je prends un appel. Il faut aussi imaginer que votre cible parle une langue étrangère que vous ne parlez pas. Pour l'anecdote, pendant 2 ans, je m'attraquais aux salariés de créer un business. Rien à faire. Quand je leur disais, bah, tu veux pas être indépendant? Ah oui, effectivement, je veux bien être indépendant. Ce qui en soi est la même chose. Si vous êtes indépendant, vous êtes freelance, vous avez un business. Mais j'ai des amis qui sont graphistes à leur compte, et quand je dis comment ça va ton business, ils font quoi? Mon business? Bah oui, ton entreprise. Ah, mon entreprise! Pourtant c'est la même chose. Si on récapitule, la priorité c'était votre message. Et on va vraiment radoter un peu dessus pour que vous ayez un message. Des fois, un business ne fonctionne pas alors que tout est bien fait. C'est juste que le message n'est pas clair, ou c'est pas le bon message face à la bonne personne, c'est pas le bon canal, c'est pas le bon moment, etc. On avait vu aussi que, et c'est peut-être là-dessus où on va insister dans cette partie-ci, sur le vrai message au fond et ensuite l'emballage. Il y a beaucoup d'acting finalement un petit peu dans le marketing, beaucoup d'art, on pourrait appeler ça comme ça. C'est pas juste des... Alors il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup de chiffres par moment, mais je trouve qu'il y a quand même finalement ce transfert émotionnel qui se fait. Pourquoi rendre le voyage plus sexy, ça fait pas partie de l'équation Est-ce qu'on doit mettre notre énergie dessus, ou est-ce qu'il faut absolument simplement vendre la destination au lieu de se concentrer pour que le voyage soit sympa? C'est l'histoire de la ménagère de moins de 50 ans. C'est comme si tu disais, je vais te faire perdre du gras, mais par contre tu vas faire des pompes tous les jours, tu vas en chier, tu vas transpirer, etc. etc. Si je comprends bien, on ne doit pas forcément, malgré tout, mettre d'énergie dans l'expérience client qu'il y a après pour rendre le process... Si, puisque toi, en fait, quand tu vas vendre un programme, donc imaginons tu vends un programme sportif ou même tu vends un programme pour apprendre le tennis. En fait, toi, tu sais très bien que tu vas leur faire des coups droits, des revers, ils vont faire que ça, en fait. Mais toi, tu vas leur vendre ce que eux veulent atteindre, en fait. Forcément, dès qu'on va signer pour quelque chose, pour qu'ils apprennent quelque chose, il va forcément y avoir un passage qui va pas être sexy, parce qu'on va devoir apprendre, et en fait, il y a une répulsion des clients pour ça. Et du coup, répondre à cette objection aux clients, on apprend. Et est-ce que c'est forcément agréable? Moi, je trouve ça agréable, mais... C'est agréable pour toi, mais par exemple, il y a des gens qui détestent faire ça. C'est un passage obligé. Sinon, tu peux pas faire la suite. On est d'accord. En fait, c'était dans la manière de répondre à l'objection, c'était de se dire, en fait, en mettre des couches sur la destination, ça suffit, plutôt que dire, j'ai mis par exemple en place des ateliers de telle forme ou de telle chose, ou la manière d'apprentissage va être de telle manière, pour que ce soit moins embêtant pour toi dans le process, parce que c'est un passage obligé. De quoi on a parlé avec Rachid? Tu peux nous dire? Bah oui, de pas aller rentrer trop dans les détails pour éviter de faire peur aux gens. Ok, donc on parle pas de process, et ok, très bien. En fait, tu peux parler du process, et ça je pense que Simon il va répondre mieux que moi, mais l'idée en fait c'est plus tu mets de la complexité, plus tu rajoutes du trigger sur une personne qui est déjà en trigger. Les personnes en fait quand elles lisent le message ou elles voient ta VSL, elles sont déjà en galère dans quelque chose. Toi tu rajoutes de la complexité là-dessus, à ton avis. Et une fuite, ça marche pas quoi. Ça paralyse. Là, on est vraiment dans la psychologie. En fait, c'est relativement simple quand vous pensez. Là, on met de la technique, du marketing et tout, mais les comportements humains sont vraiment simples. Est-ce que, en fonction de sa cible, j'ai l'impression qu'il y en a quand même qui aiment avoir un maximum de réalisme, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui vont assez vite se méfier de ce qui semble trop beau, trop lisse, trop idéal. Donc je crois qu'en fonction de sa cible, et donc je demande confirmation en fait, il y en a certains pour lesquels il faudra quand même admettre qu'en effet il y a une partie du parcours qui va être challengeante, qu'il y a une partie du parcours qui va les amener à devoir mettre les mains dans le cambouis et faire ses pompes. Enfin voilà, je pense pas que pour tous les profils ce soit la meilleure stratégie que de ne parler que de la destination. Là une fois de plus, tu vois, c'est toi qui parles. Oui. Je pense, je crois, oui, c'est je pense que j'ai l'impression que là, on s'appuie pas là-dessus. On s'appuie sur ton marché, ta cible. Elle dit quoi, ta cible? De quoi elle a besoin? Est-ce que tu as besoin de débunker ce que tu viens de dire? Est-ce que tu as besoin de débunker le fait que ça va être compliqué? Là, ce que je vous dis depuis ce matin, c'est sortez de vous. Arrêtez les je crois, j'ai l'impression que... C'est fini tout ça. Là, on parle au marché, et le marché, il te dit quoi? Tes clients, qu'est-ce qui sort de leur bouche? Réellement.
ils t'ont dit quoi par rapport à ça? Et par rapport à ça, tu construis. Chacun a une définition du bonheur. C'était Kant, il fallait y venir, qui disait que non, il disait le bonheur c'est un idéal de l'imagination et pas de la raison, dans la mesure où certaines personnes, leur rêve, leur destination, ce sera d'avoir un pavillon en campagne et faire un barbecue le dimanche. Et pour d'autres, ce sera une villa à Annecy face au lac. Donc en fait, et ça dépend vraiment de la cible. On peut toujours vendre la destination. Tous les compagnies aériennes, il y en a qui ont pris l'avion ici, c'est waouh, j'ai fait Paris-Bordeaux. Ouais, c'est pas non plus, c'est pas incroyable. Il y en a qui viennent du Québec. Donc c'est pas la même destination. Enfin, si, c'est la même destination, c'est Bordeaux, mais ce que je veux dire par là, c'est que la perception du kiff est différente en fait. Il y a des personnes, admettons qu'il y a un gars, un militaire qui propose des coachings sportifs sur YouTube qui cartonnent. Et il s'adresse à des mecs. C'est vrai. À qui, s'il leur dit non, mais ça va être bien, pas trop d'abdos, on va faire du pilate? Non, je signe pas. Oui, alors tu viens dans mon programme, tu vas te lever à 5h du mat, tu vas faire 100 pompes. Ouais, génial, je kiffe parce que je suis un bonhomme. Une autre destination. Donc ça va dépendre. Et c'est pour ça que le message, le vrai message, va être aussi important que l'emballage, du coup. Parce que vous pouvez avoir un message, tu vois, Mehdi, dans ce que tu disais, il y a une différence entre je ne m'autorise pas à dire le vrai message et j'ai une objection que je dois traiter en marketing grâce à de l'emballage. Il y avait une pub comme ça pour des chaussures dans les années 80, des chaussures bleues, je sais plus exactement la marque, qui commençait par « Oui, ces chaussures sont chères ». Pas très... complètement à l'opposé de tout ce qu'on enseigne d'enrobage, etc. Mais en fait, à force de trouver... Ils avaient quand même trouvé cet emballage en disant « Oui, ces chaussures sont chères », pas facile à dire, parce qu'elles sont faites en tel produit, parce qu'elles vont durer 10 ans, parce qu'elles embauchent autant de personnes. Donc en achetant ces chaussures, vous faites vivre aussi cette personne-là. Pour la cible, du coup, on va dire éco-responsable, attachée à la qualité, qui veulent consommer aussi dans une localité assez importante, c'est le bon emballage. Et en fait, ils ont pris l'objection et ils ont réussi à le marketer dans leur contenu. Mais le vrai message était là. C'était le vrai message, c'est que on veut vendre des vêtements de qualité et c'est difficile de vendre des vêtements de qualité pas cher. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont l'impression de se limiter? Parce que, en fait, le problème, c'est que tant que vous vous limiterez dans le vrai message, vous vous limiterez dans la douleur et les croyances, du coup. C'est pas le lien entre la destination et le parcours, mais c'est parfois, est-ce que le vrai message, c'est un niveau de conscience, est au bon niveau de conscience qu'ont les prospects. C'est-à-dire ici, par exemple, moi, si je rencontre des personnes, ça va être, ouais, j'ai des post-it partout, j'ai des to-do list partout, il me faudrait 30 heures par jour, mais en réalité, derrière, moi, le vrai message que j'aimerais passer, ce serait de dire, si tu clarifies ce qui est important pour toi, si tu as un bon niveau d'énergie, que tu as un système d'organisation sur mesure, en fait, tu vas atteindre la liberté et tu vas enfin pouvoir vivre la vie dont tu rêves et débloquer un potentiel dont tu n'as pas conscience. Mais j'ai l'impression que si je dis ça aujourd'hui, ce serait le vrai message que j'aimerais passer, mais je ne suis pas certain que c'est celui qui va résonner avec les problématiques du quotidien des personnes que je cible. Là, ce qu'il faut faire attention, on est plus pour moi sur de l'emballage, dans la mesure où si vous avez un niveau de langage d'expert, ça va pas matcher. C'est comme si un médecin, alors je vous le souhaite pas, mais imaginez vous vous faites opérer de je ne sais quoi. Si le médecin vous dit concrètement ce qu'il va faire, on va sectionner ici avec ce petit scalpel, retrouver la rate pour faire cette caméra, puis on va injecter du sérum, machin, etc. Déjà, ça va faire peur et ça va pas être le bon niveau de conscience. Ce qu'il faut, t'as des enfants en plus, toi. Faudrait que t'arrives à leur expliquer ce que tu fais et s'ils te disent j'ai compris, c'est que ta cible va comprendre. Ça dépend encore une fois de votre cible. J'espère que je vais pas trop vous perdre du coup. Mais si admettons que vous voulez accompagner des ingénieurs informaticiens, là il faudra parler du coup le niveau de langage technique. Parce que si vous ne parlez pas à ce niveau de langage technique, ils vont penser que vous ne connaissez pas votre métier. C'est toujours cette subtilité. Mais pour moi c'est plus l'emballage du coup. Ce sera toujours de quoi a conscience ta cible et quels mots elle a besoin d'entendre pour se sentir comprise. C'est pour ça quand vous me parlez de votre offre et qu'on décortique, qu'on fait un diagnostic, on regarde d'abord si c'est clair. Est-ce que tu as un message? Et si c'est blablabla, il n'y en a pas. Est-ce que tu dis vraiment ce que tu penses? Du coup, si au fond de vous cherchez une cible et qu'en face de vous, par votre marketing, vous attirez quelque chose d'autre et que ça ne matche pas, vous n'allez pas closer. Et parfois, vous dites le vrai message, mais est-ce que c'est le bon emballage? Parce que est-ce que c'est
sexy? Est-ce que c'est compréhensible par la personne? Est-ce que c'est vendeur finalement? Est-ce qu'il y a un beau paquet cadeau? Ou offrir une belle montre, si elle est emballée dans du vieux journal pourri, alors, si la personne ne sait pas ce qu'il y a dedans, elle dit regarde, c'est un super cadeau. Dire, merci. Si jamais la séquence mail est pas faite, est-ce que c'est possible de tenter une ou deux ads sur le lever funnel ou c'est un peu ambitieux? C'est pas que c'est ambitieux, c'est que l'être humain est tel que, et peut-être vous avez déjà fait l'expérience, vous inscrivez à plein de choses gratuites et vous ne les consommez pas. C'est que si tu fais une EV, une pub avec une séquence sans séquence mail, c'est que tu perds l'opportunité de rappeler que la personne s'est inscrite à quelque chose comme ça. Comment je fais pour vraiment bien hooker les gens avec la pub? Pour les amener à ça. Bah ça, on va en parler parce que dès l'instant où, encore une fois, vous aurez votre message, les pubs seront plus simples. Est-ce qu'on teste plusieurs EV? Si tu fais une EV et que tu as plein d'appels, il faut résister au fait de vouloir changer quelque chose. Ok. Si tu fais une EV et qu'il n'y a pas d'appel, mais il faudra quand même du recul, là, il faudra peut-être soit changer, vérifier ton message, soit ce sera les pubs parce qu'il n'y a peut-être pas assez de clics, soit ce sera ta page de capture qui n'est pas assez bien copyrightée, soit ce sera ton EV. Il faudra toujours diagnostiquer. Est-ce que tu peux nous aider à framer un peu les croyances? Parce que... en gros, c'est qu'est-ce que la personne a besoin de croire pour justement reframer sa croyance. Dans la reconversion, une des douleurs, c'est que la personne pense qu'elle n'est incapable de faire autre chose que ce qu'elle fait. Ce que je dois lui implémenter, c'est lui dire « tu es capable de faire autre chose que ce que tu fais ». Et qu'est-ce qui la pousse à s'éparpiller? Si on part vraiment de l'éparpillement, c'est le fait de dire que si elle pense qu'elle n'est pas capable de vivre de son activité, elle s'éparpille pour justement aller chercher des moyens en fait de vivre tout ça. C'est vraiment peut-être que tu crois que pour vivre de ton activité, tu as besoin de faire ça, 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 ça et ça, et que comme tu travailles dur, l'argent va arriver. Tu peux t'arrêter là, mais il faudra, comme on est dans une educational vidéo, il faudra quand même éduquer sur, on va pas s'en donner le comment, mais expliquer en gros les bonnes pratiques. En gros. C'est-à-dire t'as pas besoin de faire 45 heures par semaine, d'avoir refaire ton logo, d'avoir un site, d'avoir, je sais pas, enfin, plein de choses, des cartes de visite, etc., etc., quoi. T'as besoin d'une cible, d'une offre et d'un moyen de les attirer. Il y a quand même des personnes qui sont restées 9 mois dans l'espace et il n'y a pas plus tard que, je sais plus, fin mars, des gens se demandaient si on allait dormir plus ou moins en changement d'heure. On est capable de faire cette grande digression. C'est quand même assez fascinant, l'esprit humain. Si vous gardez en tête toujours cette curiosité un peu, vous allez continuer de nourrir un peu cet enfant intérieur, l'enfant joueur, je sais plus comment dire en analyse transactionnelle. Et dans les moments vraiment compliqués, du coup, ce sera difficile, parce qu'il y en aura. Ça fait du bien en fait de se resserrer et dire en fait, j'essaye de comprendre mes semblables et en les comprenant eux, vous comprenez vous. Et donc du coup dans l'EV, le but ça va être de parler au début de l'EV des 3 douleurs qu'ils pensent qu'ils ont et petit à petit de les amener vers les 3 douleurs qu'ils ont réellement, dont ils sont pas conscients. Il y a un scénario quand même dans l'EV où tu te présentes, il y a ton storytelling, etc., où tu parles d'eux, pour qui c'est, pour qui ce n'est pas. C'est plus simple de faire douleur, croyance, douleur, croyance, douleur, croyance. Parce que si tu fais douleur, 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 croyance, 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 les gens ils vont oublier la première douleur. Donc oui, la situation vous fatigue, vous épuise, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous avez mis votre vie personnelle entre parenthèses, vous vous occupez de soucis tout le temps sur vos heures de personnel, de loisirs, du coup vous passez moins de temps avec vos enfants, votre famille, donc ça vous prend quand même pas mal de temps et d'énergie. Là, dans la sémantique, quand on parle de douleur, on parle de quelque chose d'émotionnel. Là, c'est du technique. Là, tu es en train de nous lister tous les problèmes techniques qu'ils ont, donc fidèle à toi-même, mais l'idée, c'est... Quand tu me parles de ça, moi, le mot qui m'apparaît en premier, c'est vous êtes dans le désespoir. Vous êtes désespéré parce qu'on n'arrive pas à clôturer le sujet, quoi, putain. Ça peut être arrivé, c'est un cauchemar. Voilà. Voilà. Tu vois, regarde. Là, on est dans le champ émotionnel. Là, on est dans le champ lexical de l'émotion. Est-ce que tu es à l'aise de parler de ces émotions-là? Parce que je vois que tu es beaucoup dans ta tête, là, puis tu es en train de nous parler factuellement, tout ça, mais il faut le prendre à l'inverse. Oui, je sais, on a eu la discussion hier. Mais c'est ça, mais faut que tu y ailles émotionnel, il faut que tu connectes avec l'émotion. En fait, il faut que tu aies de l'empathie. Parce que moi, je t'écoutais parler, puis je me mettais à la place du client, puis je t'aurais tellement frappé. Je me dis, mais ça se peut pas me parler comme ça, là. T'es pas au même niveau, là. Moi, je suis en enfer, puis toi, t'es sur ton île, tu flottes, puis non, on connecte avec l'émotion. Voilà, c'est juste ça. Bien noté. Là, elle est dans son désespoir, d'accord? Et en fait, en lui donnant les bons arguments,
Donc, en la ramenant dans le rationnel, là, tu réponds en fait à sa douleur. Et donc, tu lui amènes la bonne croyance à la place de sa douleur. Donc, tu la fais monter de l'émotionnel au rationnel. Là, le rationnel est pertinent. Bah, il est pertinent parce que ça lui parle. Attention, une fois de plus, écoutez votre cible. Très rapidement, je suis pas du tout dans la cible et tout, donc ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une narrative, en gros, en une phrase qui peut être intéressante à explorer, c'est « ça devait être un rêve, c'est devenu un cauchemar, mais il est pas trop tard. Par contre, faut faire quelque chose. » quoi. Ça, c'est de la putain de punchline. Hein. Ouais, du coup, moi, mon persona, donc c'est Virginie, 37 ans, profession libérale, qui a eu un burn-out et qui a mené à son diagnostic de TDAH récent, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est ma cible. Et le problème de Virginie, enfin ton problème, Virginie, c'est que tu procrastines. Et le problème de procrastiner, c'est qu'en fait, t'es en train de passer à côté de ta vie. Et quand t'as un TDAH, c'est encore pire pour 3 raisons. C'est que t'acceptes pas le fait d'avoir un TDAH parce que c'est un coup, c'est un raz-de-marée dans ta vie d'accepter ça. Tu as ce problème de dysrégulation émotionnelle ou d'hypersensibilité, où les émotions donc sont décuplées, c'est beaucoup plus dur à gérer, et en plus t'es totalement désorganisé et dispersé, donc t'as du mal à rester focus sur un objectif. Derrière la procrastination, il y a de la peur. Et t'as peur de te cramer, parce que t'as vécu un burn-out, t'as pas envie de retourner dedans. T'as peur d'échouer et de demander de l'aide, donc tu te replies sur toi-même, t'oses pas... Là, redis la première peur. Peur de te cramer. Peur de se cramer, c'est quoi? La peur de retomber dans un burn-out, en fait. Le burn-out a déjà été là, et... Ok, c'est quoi un burn-out? C'est d'en faire trop, et de... Alors non, c'est quoi un burn-out? Ouais, de s'épuiser psychologiquement, de s'épuiser physiquement, plus pouvoir rien faire, quoi. Épuisement, donc ça veut dire fatigue. La fatigue amène quoi? La fatigue amène l'inaction. Ça peut amener tout un tas d'autres choses. L'idée, si tu veux, c'est que là-dessus, tu n'as pas suffisamment creusé. En fait, un burn-out, ça signifie quoi pour une personne? Un burn-out, je peux te parler d'une personne qui a fait un burn-out qui est un bore-out. Et je peux te parler d'un burn-out ou d'une personne qui était hyperactive, qui en faisait trop, et d'un burn-out où la personne en faisait moins. Là, pour moi, c'est pas clair. Par rapport à l'histoire du burn-out et d'accepter son TDAH, c'est... La première douleur, la croyance en face, c'est quoi? C'est ça. Accepter ses limites pour mieux les dépasser, genre ça nous définit pas, et on peut apprendre de ce qui s'est passé pour pouvoir... Enfin, tu peux apprendre de ce qui s'est passé pour pouvoir faire en sorte que ça se reproduise pas. Par rapport à la honte, c'est garder en tête que échouer, c'est progresser, que l'apprentissage implique l'inconfort et que les autres, ils sont pas là pour nous juger, mais qui peuvent être aussi soutenants, bienveillants sans être complaisants, et ça me plaît bien quand tu le dis. Bombardement d'informations. C'est dense, hein. C'est un peu dense. Ouais. Moi, si j'ai vécu un burn-out il n'y a pas si longtemps que ça, et si je suis encore dans cet état-là, j'ai entendu tes 2 derniers mots, et je t'ai perdu dès le début. Parce que les personnes, elles sont plus du tout capables, en fait, d'entendre, je pense, plus du tout capables d'entendre ce que tu dis. Donc presque, il faudrait que tu aies qu'une phrase, j'exagère, tu mets des temps de pause peut-être. De toute façon, avec ta vidéo, tu auras les images, les gens peuvent regarder. L'idée, en fait, c'est vraiment de rester dans une simplification et d'avoir identifié, en fait, vraiment les émotions qui vont pouvoir faire émerger la douleur de façon plus forte. Et ce qu'a dit Flore est intéressant, puisque la personne, elle arrive déjà sûrement dans un état de burn-out. Donc ça, faut le prendre en compte. Donc émotionnellement, elle a déjà le trigger, en fait. Donc si toi, tu ramènes toute cette complexité-là, en fait, c'est exactement la même réaction. On garde que les 2 derniers trucs à la fin. J'ai plus l'impression que tu étais en train de te justifier que de vraiment parler de moi. Tu étais en train de justifier ton programme plus que de vraiment parler de moi. En mode, je vais t'en mettre plein, tu vois, je vais te mettre tout ça parce que moi, ça me rassure dans ma posture d'accompagnant et de coach. L'idée, en fait, c'est prenez en compte, je vous le dis à peu près à chaque permanence, mais prenez en compte les systèmes neuronaux. Là, Mika, lui, il est comme Anthony, ils sont plutôt dans le mental. Et les personnes qui viennent vous voir, eux, comme c'est des neuroatypiques aussi, ils ont ce côté déjà, neuronal, mental. Mais effectivement, quand tu dois parler sur un niveau de douleur, on va plus parler au centre émotionnel et on va aller taper la douleur. Donc prenez en compte aussi le système neuronal auquel vous vous adressez. Ça veut simplement dire que le canal de communication neuronale mentale n'est pas le même que celui de l'émotionnel. Et que je pense que, comme le disait Flore, le canal neuronal, il est saturé en fait. Il est déjà saturé. Donc il faut redescendre dans les tripes. Et les tripes, elles parlent avec des mots très simples. Elles parlent avec une émotion. Et une émotion, c'est un mot. C'est pas une phrase à rallonge ou 3 phrases qui expliquent, tu vois. C'est l'angoisse de retomber dans du burn-out, la honte de demander de l'aide, des choses comme ça. Finalement, en fait, t'as le vrai message, mais t'as pas l'emballage. C'est ça? Ah, merci, putain. Alors là, franchement, Eddy, là, il a bouclé la boucle. Carrément, ouais.
Petit tips, je sais pas si vous connaissez, mais il y a des choses qui s'appellent la roue des émotions. Alors ça ressemble à une roue en fait qui part des émotions primaires, vont vers des plus complexes et des plus subtiles. Du coup, si on prend la tristesse, parfois les gens ils sont pas tristes, ils peuvent être nostalgiques, ce qui est complètement différent. Ils sont peut-être pas nostalgiques, ils peuvent être mélancoliques, etc., etc. C'est un peu comme les parfums des fois, ou la couleur. C'est quoi comme couleur? Terracotta. Ça veut rien dire. Orange. Et vous pouvez même faire un petit travail de dire que ressent vraiment ma cible. Parce que c'est souvent tristesse, colère, machin, alors que de la colère peut naître du coup de la frustration, peut être une blessure d'injustice, etc., etc. Et du coup, plus vous serez dans la subtilité, plus la personne se sentira comprise. Parlez d'abord au corps pour ensuite rationaliser par l'esprit selon toujours votre cible.